7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nouveau mot, nouveau concept pour certains, le vélo taf, c'est-à-dire aller taffer à vélo, aller travailler à vélo. Toutes les grandes villes développées veulent intégrer désormais le vélo comme mode de transport urbain. En chiffres, ça reste marginal, mais la progression est importante, notamment par exemple dans certaines villes américaines où la voiture était reine. Et le vélo intéresse aussi timidement les Coréens, les Chinois, notamment pour le dernier kilomètre après les transports publics en Chine. Les villes africaines engorgées par le trafic peuvent-elles un jour envisager le vélo comme moyen de transport ? C'est une question qui reste largement ouverte. Et bien sûr, on va se demander quelles sont les politiques publiques, les aménagements urbains qui donnent un coup d'accélérateur au vélo taf et quels conseils aussi pour pédaler zen et être à l'heure au boulot, si possible, pas en nage et pas complètement essoufflé. Les voisins, on attend vos questions, vos témoignages, y compris si vous êtes désespérément minoritaire dans une jungle de voitures et de bus polluants. Allez, appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71 71 si vous êtes un vélo taf. C'est aussi le numéro WhatsApp pour nous appeler gratuitement ou nous laisser des messages. Je vous présente nos invités. François Héran, bonjour. Frédéric Héran. J'ai bien écrit Frédéric Héran. Je ne sais pas pourquoi, mais Frédéric Héran, vous êtes spécialiste en économie des transports à l'université de Lille. Oui. Merci d'être avec nous. Jérôme Sorel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vélo-taffeur depuis 5 ans maintenant. Vous parcourez combien de kilomètres par jour ? Aujourd'hui, entre 15 et 20. Et au moment où j'ai écrit le livre Vélo Taf, j'en parcourais une petite quarantaine par jour. Alors, beaucoup de conseils pratiques vous donnez dans Vélo Taf, mode d'emploi du vélo au quotidien. Ça, c'est aux éditions Alterne. Et puis Urban Bike. Tous les conseils pour transformer ces trajets quotidiens en véritable parcours sportif. C'est pas une obligation, rassurons. Non, c'est l'étape suivante. Ceux qui hésiteraient à se mettre au vélo, ce n'est pas une obligation. Allez, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 pour pédaler sportivement ou tranquillement jusqu'à son travail. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Il y a Christophe qui habite Bébalem au Tchad, qui est enseignant. Jusqu'à il y a 6 mois, j'allais au travail à vélo pour faire bouger mes muscles, mais j'ai arrêté parce que mes élèves me manquaient de respect par rapport à mes collègues qui utilisent la moto ou la voiture. Et du coup, je me suis acheté une moto. C'est ce qui s'appelle la pression sociale contre le vélo. C'est bien triste. Oui, nous avons connu exactement la même chose en France dans les années 50-60. Le vélo est peu à peu devenu ringard et le deux roues motorisé a connu un succès considérable, qu'on n'imagine plus aujourd'hui, mais considérable dans les années 50-60. Et l'objectif des constructeurs de deux roues motorisées, c'était ouvertement de motoriser les cyclistes. Par exemple, le Solex, le slogan, c'était un vélo avec un bon petit vent arrière permanent. Ou bien le vélo, le Solex, le vélo qui roule tout seul. Enfin, oui. Bon, en tout cas, voilà, maintenant, on est en train d'y revenir. Dieu Yébé et Tanjamena nous dit au Tchad, on aime critiquer ceux qui roulent à vélo. On te dit, libère la route. Mais moi, je suis fière sur mon vélo. Je tombe pas malade et il y a beaucoup de circulation. Mais je passe sans problème. Blessing est à Bukavu, au Burundi, à l'est de la RDC. Je n'ai jamais vu une personne se rendre au boulot à vélo. Il n'existe même pas d'espace réservé pour les vélos. Et puis il y a un message aussi d'un passionné, Abdallah, qui est à Bujumbura au Burundi. Il a 28 ans, il est enseignant tous les matins et soirs. Je fais 12 km pour aller à l'école, donc ça fait 24 km par jour. J'ai toujours aimé le vélo. Quand j'étais enfant, mon père me demandait quand je travaillais bien si je voulais un cadeau. Je disais oui, un vélo. Je gagne du temps. J'ai du plaisir à vélo quand je dépasse une voiture et que le conducteur n'est pas content et qu'il m'injurie. Ça ne me dérange pas de pédaler sous la pluie, même si je suis pris par surprise. Et si je ne prends pas mon vélo, il me manque la joie car j'adore pédaler
aller. Je suis le boss de mon vélo. Est-ce que Jérôme Sorel, vous aussi, vous vous sentez le boss de votre vélo? Vous avez un manque si vous ne prenez pas votre vélo? Alors clairement oui, si je dois pour des raisons professionnelles aller trop loin ou ne pas prendre mon vélo, il me manque. Enfin, l'exercice me manque et le fait d'être dehors et de pédaler, ça me manque. Ouais. Mohamed est en Égypte. Il nous dit que l'utilisation du vélo est très rare. Aucun soutien du gouvernement. Il faut dire que lancer le vélo au Caire, c'est peut-être pas pour demain quand même. Et un voisin à Kouliou, au Ghana, voici ce qu'il poste sur WhatsApp, son message. Bonjour à toutes les voisines, bonjour à tous les voisins, bonjour madame. Bon, chez nous ici en Afrique, surtout au Ghana, le phénomène de vélo-tafé n'est pas encore d'actualité, parce que presque nos routes ne sont pas toutes goudronnées, vu la poussière qui s'élève quand une voiture vous dépasse. Bon, vous imaginez que vous arrivez au boulot, tout couvert de poussière, On préfère aller au boulot dans la voiture, Ok, merci. Bonne journée. Ah oui, il faut y penser. Dans les villes africaines, on n'entend pas forcément, on n'a pas forcément les routes ne sont pas goudronnées partout, donc beaucoup de poussière et donc forcément, on arrive avec un costume en mauvais état. On donne la parole à Christelle qui est à Berlin, qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Christelle. Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins et voisines. Christelle, vous êtes à Berlin, vous êtes franco-ivoirienne, c'est bien cela ? Oui, c'est ça, exactement. Et vous êtes une vélo-taffeuse? Oui, c'est ça. Parce que vous n'avez pas eu le choix à Berlin ou pourquoi? Le choix, alors vous avez parlé de pression sociale, c'est un peu ça, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'ai commencé à voir mes amis, mes collègues de travail qui utilisaient quasiment tous le vélo. Oui. Et au travail, il y avait par exemple des challenges vélo. Donc chaque mois, il y avait des équipes qui devaient faire plus de kilomètres que l'autre équipe pour gagner le challenge en fait. Oui. Et du coup, si vous venez pas à vélo, vous pouvez pas faire partie de l'équipe et donc vous êtes un peu à l'écart en fait. Il y a toute une vie sociale à laquelle vous participez pas. Et c'est un peu pareil en fait avec les amis quand on sort et que la majorité est venue à vélo et qu'on doit aller dans une autre soirée, donc ils vont tous y aller à vélo et du coup on se retrouve seul à prendre les transports. Oui. Donc, on préfère, petit à petit, on se met à prendre le vélo aussi. Et après, globalement, ça a été facile de se mettre au vélo à Berlin. C'est une ville que vous trouvez qui est bien faite pour cela? Oui, il y a beaucoup de voies, de pistes pour vélo. Et comme il y a beaucoup d'autres cyclistes, on se sent aussi en groupe, en fait, pas isolé. Vous êtes franco-ivoirienne, Christelle. Vous pensez que c'est imaginable le vélo à Abidjan autrement que de manière très marginale? C'est difficile. Alors, il y a des personnes qui le font, mais c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment difficile. Il y a une association qui a le projet de mettre des vélos en libre service sur le campus de l'université Houphouët-Boigny. Évidemment, c'est une affaire à suivre parce que pour les villes africaines, il y a un vrai défi d'engorgement, de trafic, de gens qui passent maintenant énormément de temps dans les voitures et qui gagneraient du temps à être à vélo, mais ça pose aussi les défis de la sécurité. Merci beaucoup, Christelle, de nous avoir appelé. Tout de suite, direction Séoul, en Corée du Sud. On retrouve notre correspondant Frédéric Ojardias. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins. Frédéric, on peut dire que, alors, contrairement à notre amie Christelle à Berlin, vous êtes un vélo-taffeur quand même assez intrépide dans une ville qui n'est pas franchement vélo. Le maire de Séoul, ceci dit, a annoncé en juillet dernier un ambitieux projet de construction de pistes cyclables à travers toute la capitale qui s'inspire de Bogota en Colombie, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est depuis Bogota que le maire de Séoul, Park Won-sun, a fait son annonce. Il a promis, alors je le cite, une révolution du vélo centrée sur l'humain, rien que ça. Et il a présenté son concept, construire un vaste réseau de pistes cyclables le long des principaux axes de Séoul. L'initiative est baptisée CRT, pour en français Transport Rapide à Vélo. La mairie envisage même de construire certains tronçons cyclables en hauteur, sur des sortes de passerelles qui seraient suspendues au-dessus du trafic automobile. Bogota est présentée comme un modèle parce que la capitale colombienne fait beaucoup d'efforts pour promouvoir le vélo et aurait réussi à faire passer le nombre de cyclistes de 0,5% à 6% de ses résidents. Et la mairie de Séoul veut justement réduire de 30% le trafic automobile et augmenter de 30% les déplacements à pied, en transport en commun et en vélo
d'ici 10 ans. Oui. Mais ce vaste projet d'infrastructure cycliste n'en est qu'à la phase d'étude, parce que l'immense mégalopole séoulienne est encore très loin de devenir une ville de vélo. Et pourtant, vous avez décidé, Frédéric Ojardias, il y a 1 an, de vous mettre au vélo. Vous en aviez marre de quoi? Des embouteillages, des transports en commun? C'était quoi le déclic? Il y a eu plusieurs choses, mais il y a effectivement, j'en avais marre du transport en commun, j'avais envie de faire du sport. Et en fait, donc depuis 1 an, vraiment tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je pédale jusqu'au centre de presse où je travaille en plein centre-ville, à une dizaine de kilomètres de chez moi. Et en général, je me rends aussi à mes interviews en vélo avec le micro et l'enregistreur dans le sac. Donc je commence à très bien connaître la ville par son versant cyclable, et en dépit des efforts louables de la mairie, je peux témoigner des défis qui restent à relever à Séoul. Séoul a déjà mis en place un système de location d'ailleurs qui est directement inspiré du Vélib parisien, des vélos publics qui sont devenus très populaires le long des voies cyclables qui ont été construites le long du fleuve Han qui traverse la capitale. Mais en fait, les problèmes commencent dès qu'on quitte les berges. Les pistes cyclables sont rares, les rues sont dangereuses, et faire du vélo, ça devient alors vite une sorte de rodéo qui consiste à éviter les bus, les taxis qui roulent à tombeau ouvert, et bien sûr les motos de livraison qui, elles, roulent sur les trottoirs. Sans compter que les conducteurs séouliens n'ont aucun scrupule à se garer sur les rares voies cyclables existantes. En fait, Séoul n'a rien à voir avec Pékin, la capitale chinoise voisine, qui dispose d'immenses pistes et de garages à vélo un peu partout. Il n'y a rien de tout ça ici. Ouais. Donc beaucoup d'efforts à faire. On entendra Stéphane Lagarde tout à l'heure sur la situation à Pékin. Pas si idyllique que ça non plus pour le vélo, ceci dit. Mais beaucoup d'efforts pour que Séoul devienne une ville de vélo-taf, une ville où on va travailler donc à bicyclette. Oui, alors je croise pourtant d'autres cyclistes le matin, cravatés en costume, qui vont au travail en pédalant. Puis on voit aussi de plus en plus de trottinettes électriques, comme à Paris. Mais ces Séouliens qui vont travailler en vélo sont ultra minoritaires. En dehors de la question du danger que j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi celui de la topographie. Séoul, c'est une ville de collines, il y a des côtes un peu partout. Et mieux vaut avoir un déo et une chemise de rechange dans son sac. Puis aussi la question du climat. La canicule dure tout l'été, les températures peuvent chuter en dessous de moins 10 degrés en hiver. Ça n'encourage pas vraiment les vocations cyclistes. Et puis il y a le problème des services. Il n'y a pas très longtemps, après avoir crevé, j'ai dû marcher plus d'1 heure avant de trouver un réparateur. Mais malgré tous ces problèmes, je pense que l'initiative du maire est salutaire parce que le potentiel cycliste de Séoul, il est énorme. Merci beaucoup Frédéric Ojardias. Quant à vous les voisins et les voisines, vous pouvez bien sûr nous appeler pour réagir au 33 1 84 22 71 71, surtout si vous êtes un vélo-taffeur très minoritaire comme c'est le cas de Frédéric à Séoul en Corée du Sud. Frédéric Errand et Jérôme Sorel, c'est vrai que ce que nous expliquait quand même Frédéric pour Séoul, toutes les villes ne sont pas forcément bien disposées, bien équipées, mais surtout même en termes de topographie naturelle. Toutes les villes ne sont pas au même niveau pour installer un vrai réseau de vélo-taffeurs. Oui, mais il faut comprendre que même si une ville est tombée très très bas dans la pratique du vélo au quotidien, elle peut remonter. C'est le cas de Paris. À Paris, 0,2% seulement des déplacements se faisaient à vélo, donc encore moins qu'à Séoul, vous voyez. Eh bien, aujourd'hui, on en est à 3-4%. Alors, ça paraît dérisoire, mais je vais prendre un autre exemple. À Berlin, en 1974, on n'avait que 2% des déplacements qui se faisaient à vélo. Aujourd'hui, c'est 15%. Donc, on peut revenir de l'enfer. Ce qui veut dire que des auditeurs qui nous écoutent dans des villes africaines qui nous disent non, qui se disent non, mais n'importe, autant rêver. Non, pas forcément. Eh ben non. C'est vraiment possible partout. Quand j'ai cherché des chiffres des comptages notamment des déplacements à vélo dans le monde entier, j'ai été extrêmement surpris de voir des villes improbables, vous voyez, comme Washington par exemple, où il n'y avait absolument pas de cyclistes il y a 15 ans. À Washington, c'est plus 15% par an. Actuellement, et ça se développe depuis plus de 10 ans à plus 15% par an. Ça veut dire que ça explose et que ce n'est plus du tout
inenvisageable, quoi. Jérôme Sorel, quand notre correspondant à Séoul nous dit quand même que oui, il y a la transpiration, il y a la fatigue, il y a l'essoufflement. Notre auditeur aussi qui dit bah oui, on arrive, on n'est pas présentable pour aller travailler. Qu'est-ce que vous répondez, vous, l'homme des conseils pratiques? Déjà, j'ai envie d'offrir à Frédéric un kit pour réparer tout seul ses roues, ses pneus crevés. Ça lui évitera de marcher 1 heure. C'est l'un des intérêts, notamment du vélo, c'est que 99% des pannes sont réparables par nous-mêmes, sans passer ni par la dépanneuse, ni par le garage. Changer une chambre à air, en 5 minutes chrono, c'est fait quand on sait faire. D'accord, dérailler, on s'en met plein les mains. En 1 minute. Il faut avoir une petite paire de gants en caoutchouc. Oui, éventuellement une paire de gants en caoutchouc, mais ça m'est arrivé aussi, moi, de marcher 1 heure avec des pneus increvables, crevés, donc ils n'étaient pas vraiment increvables. Et puis évidemment, comme j'avais des pneus increvables, j'étais pas équipé, donc ça m'a servi de leçon. Mais je pense qu'il faut arrêter d'attendre que les villes fassent les premiers pas pour nous cyclistes. Je pense qu'il faut qu'on se mette sur nos vélos et qu'on montre que on se déplace en ville à vélo. C'est un célèbre urbaniste canadien, Brent Toderian, qui dit on n'attend pas de voir, on regarde pas le nombre de personnes qui traversent la rivière avant de construire un pont. Construisons le pont et tout d'un coup, on se rendra compte que ça rend service. C'est à peu près pareil. Mettons-nous tous ceux qui en ont envie. Il y a un vrai sujet là-dessus aussi, ceux qui n'ont pas peur, quoi, etc. Mais mettez-vous sur vos vélos et parcourez la ville et vous vous rendrez compte que oui, parfois on est au milieu des voitures, parfois c'est pas très agréable. Changer d'itinéraire, c'est aussi l'une des choses que j'ai appris en écrivant ce livre et en me mettant en vélo taf, c'est qu'on n'a pas un trajet, et le trajet le plus évident pour aller du point A au point B. Et c'est d'autant plus facile maintenant avec les applications. Oui, il y a une application, si je peux la citer, géovélo.fr, qui est une application qui est super, qui propose plusieurs itinéraires, un itinéraire rapide, un itinéraire hyper sécurisé ou un itinéraire touristique. C'est des vraies aides et des vrais moyens qui accompagnent le mouvement. Frédéric Errand, qui sont aujourd'hui dans les différentes mégalopoles, grandes villes, les vélo-taffeurs? Est-ce qu'il y a un portrait robot du vélo-taffeur, d'ailleurs plus taffeur que taffeuse? Oui, il a énormément évolué. Dans les années 50-60, dans tous les pays européens, c'était le véhicule du pauvre, le vélo. Et puis, le vélo était donc très fortement déconsidéré et c'était déchoir, quoi, que de rouler à vélo. Je pense que dans beaucoup de pays africains, où c'est encore cela, le vélo, c'est vraiment déchoir, quoi. Quelqu'un l'a dit auparavant. Si ce n'est dans notamment les zones rurales, dans les villes secondaires, au Burkina Faso, par exemple, où il y a encore il reste une pratique très forte dans les campagnes, dans quelques pays, et en particulier au Burkina, où dans certaines campagnes, il y a plus de cyclistes qu'aux Pays-Bas. C'est très impressionnant. Mais alors le portrait robot, donc en quelques phrases. Il a évolué. Donc en fait, qui lance les nouvelles normes de consommation, les nouvelles façons de consommer, ce sont en général des gens cultivés et qui ont une certaine compréhension des enjeux, etc. Et ce qu'on a appelé pendant un moment des bobos. Des bourgeois bohèmes comme ça, c'est vrai très que le vélo, urbanisés, qui vivent dans des grandes villes. C'est vrai que le vélo a repris dans beaucoup de villes à partir de ce type de public. Mais aujourd'hui, c'est déjà plus le cas. Ça s'est déjà popularisé et on a aujourd'hui un public déjà bien plus large de pratiquants du vélo. Alors, toujours plus d'hommes que de femmes ou pas ? Oui, au départ, il y a plus d'hommes, parce que comme c'est une pratique relativement risquée, les hommes, pour des tas de raisons, ont tendance à se mettre à des pratiques risquées avant les femmes. Mais quand le vélo se développe, se démocratise, le nombre de femmes qui l'utilisent augmente et on arrive à peu près à parité. Sauf que quand même pour les femmes, le vélo, on a envie d'en faire à la belle saison, et à la belle saison, on a plutôt aussi envie d'être, par exemple, en robe. Donc c'est quand même pas compatible avec le vélo. Non mais c'est idiot, mais c'est une réalité. Non, c'est compatible. Pédaler en talon aiguille, vous serez magnifique. Ouais. Et pour essayer de répondre un tout petit peu à cette question où vous essayez de tirer un portrait robot du vélo taffeur ou de la vélo taffeuse.
Alors moi, c'est ce que j'ai essayé de faire via un petit questionnaire. Alors c'est pas aussi scientifique et aussi universitaire que le travail de Frédéric, mais moi j'ai identifié quatre motivations principales pour 4 groupes de motivation. Il y a ceux qui sont résignés. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, Frédéric, votre correspondant à Séoul, qui disait, j'en avais marre des transports en commun. Donc lui, il était un peu résigné. Quelle autre solution je peux prendre ? Les embouteillages aussi. Mais alors juste, attendez, si je peux me permettre, mais un petit chiffre, 10% des nouveaux cyclistes sont d'anciens automobilistes, seulement en France. Oui. C'est-à-dire que la conversion... Oui, mais alors sur Twitter, il y a un fil qui est intéressant en ce moment, c'est quelqu'un qui pose la question de vous étiez à 2 roues motorisées, pourquoi vous êtes converti au vélo ? Le danger du 2 roues motorisé est très clairement identifié, et puis dans des grandes villes comme Paris ou Lyon ou Strasbourg, on se rend bien compte que, alors je parle de villes françaises parce que c'est des villes que je connais, mais le 2 roues motorisé n'est plus la solution, n'est plus la panacée. Et aujourd'hui, dans une ville comme Paris que je pratique au quotidien, je me déplace plus vite avec mon vélo musculaire que un motard. On donne la parole à une voisine, Marguerite, qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71 et qui est à Marseille. Bonjour Marguerite. Bonjour. Marguerite, justement, on disait qu'il y avait quand même encore plus d'hommes que de femmes à vélo, même si les chiffres sont en train de changer. Il faudrait voir aussi les différentes statistiques en fonction des villes et des différents pays. Alors vous, quelle est votre situation en tant que vélo taffeuse ? Je crois que vous pédalez depuis un certain nombre d'années, non ? Oui, depuis 2009, de façon régulière. Eh bien, je suis vélo taffeuse en robe, souvent en talons aussi. Oui. Et toute l'année, donc qu'il pleuve, qu'il vente ou autre. Et pour moi, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais je pense qu'il y a aussi, je constate qu'il y a une progression dans le nombre de cyclistes, hommes, femmes, et selon les villes aussi où j'ai vécu. Oui, parce que vous avez toujours fait du vélo partout. Je crois que vous avez vécu à Dakar aussi. Oui, j'ai commencé à faire régulièrement du vélo en 2009 à Dakar, quand j'étais en école de commerce là-bas. Et c'est vrai que en tant que femme, j'avais des gens qui me félicitaient. Ah, une femme à vélo, bravo. Oui, parce que c'est quand même pas courant à Dakar. Et comment ? C'est pas courant quand même à Dakar. Absolument, c'était pas courant. C'est pour ça qu'il y avait le deuxième groupe qui disait mais tu n'as pas le droit d'être là. Et il y en a quelques rares fois qui étaient un peu agressifs dans leur façon de le dire. Mais de manière générale, j'avais surtout des gens qui étaient encourageants ou qui taquinaient, qui se moquaient. Et la vraie raison qui vous pousse à pédaler aujourd'hui, tous les jours, vous faites combien de kilomètres à Marseille ? Alors, depuis quelques mois, ça fait pas très long. C'est pas très long. Excusez-moi, je connais pas tant les kilomètres. Je pense plutôt en temps de trajet. Avant, l'année dernière, c'était 35 à 45 minutes pour aller travailler. Et maintenant, c'est 10 minutes. D'accord. Enfin, donc, rien ne vous freinait finalement. 35-45 minutes de trajet à vélo, ça veut dire 1h30 par jour. Et quelles sont les vraies raisons finalement ? Eh bien, en fait, ça partait d'un été à Farana, en Guinée, parce que je suis guinéenne. Et dans cette ville-là, j'ai constaté que les hommes et les femmes faisaient du vélo, ils étaient indépendants, ne se posaient même pas la question du fait qu'ils soient à vélo. Et j'ai trouvé ça hyper fascinant et j'ai trouvé les femmes très élégantes dans leurs vêtements, leurs longues robes ou autres à vélo, sans se soucier de quoi que ce soit. Et ça, c'est ce qui m'a inspirée. Ouais, comme quoi, il y a aussi des îlots en Afrique où on aime le vélo, où on le pratique, mais il faut pas rêver, c'est compliqué quand même dans certaines villes aujourd'hui. Merci beaucoup Marguerite de nous avoir appelés. C'est une vraie solution à la congestion des villes aujourd'hui, parce que pour se rendre au travail, un cycliste utilise environ 15 fois moins d'espace de circulation et de stationnement automobiliste. Encore faut-il que tout le monde s'y mette, Frédéric Héron. Oui, alors il faut comprendre que les modes de déplacement se recombinent sans arrêt, quoi. C'est-à-dire que vous avez cité le fait que peu de cyclistes sont d'anciens automobilistes, mais en réalité, les automobilistes utilisent d'abord les transports publics quand il y a trop de congestion, qu'ils en ont marre des embouteillages, et ensuite, quand ils en ont marre
des transports publics saturés, ils se mettent au vélo. C'est plutôt cela, vous voyez, le parcours le plus courant. Il faut aussi dire que ceux qui ont un vélo à assistance électrique, alors c'est vrai que c'est en plein boom, mais c'est cher, hein, c'est assez cher, eh bien ceux-ci viennent très souvent de la voiture. Pour la moitié d'entre eux, ce qui est énorme. Mais c'est pas ce qu'on croit, c'est pas des vélotaffeurs, c'est plutôt des retraités qui abandonnent la seconde voiture. Vous voyez, donc c'est un problème de riches, ça. Hein, qui abandonnent la seconde voiture pour se mettre au vélo assistance électrique. Ceux qui se mettent au vélo électrique, à votre avis, Jérôme Sorel, ils ont eu une chance un jour de se mettre au vélo. Oui, clairement. Le vélo électrique est un vrai facilitateur pour s'y mettre. Tout d'un coup, vous parliez de problèmes de sudation, d'effort. On a envie d'arriver frais et pimpant. On a tous envie d'arriver frais et pimpant au bureau. Et le vélo électrique permet de raccourcir les distances et puis de se dire si j'ai besoin de ramener mon fils ou ma fille ou peu importe, ou de transporter des choses ou mes dossiers, l'assistant, le moteur va faire travailler à ma place. Et on le voit beaucoup. Ceux qui achètent un vélo électrique, ceux qui, je dirais, prennent goût à ce mode de déplacement, utilisent de moins en moins l'assistance, et puis à un moment donné, ils se disent, et si je suis capable de faire 30 bornes dans la journée avec un vélo électrique en utilisant très peu mon assistance, je suis donc capable de faire la même chose avec un vélo musculaire. Ouais. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle du vélo taf. Comment se rendre au travail à vélo? Vos questions, vos témoignages, bien sûr, nous intéressent. Et vous êtes venu comment, vous? À vélo, pardi. Très bien. Mon vélo! Alors si on vous demande justement d'utiliser prochainement la bicyclette, qu'est-ce que vous ferez? Je le ferai. Que pensez-vous de ce projet? Je trouve que c'est assez marrant parce que, vous vous rendez compte, remplacer les voitures par les bicyclettes, c'est très intéressant pour nous. 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins, c'est maintenant. Remplacer les voitures par des bicyclettes. Alors comment ça évolue? Quelle projection? C'est-à-dire, c'est quoi le cheminement à la fois dans les esprits où on l'a dit, hein, souvent l'automobiliste passe par le transport en commun pour finir par arriver au vélo, mais en termes de politique publique, d'aménagement urbain, c'est quoi les déclencheurs qui font que oui, ça y est, je m'y mets, j'ai plus d'excuses, j'ai envie. On a parlé de la pression sociale, par exemple, à Berlin avec cette auditrice, mais une pression positive d'ailleurs. Oui, une pression qui vient positive. de l'entreprise. Tout à fait. Non pas du pouvoir public. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une ville devient plus accessible au vélo, Frédéric Errand? Eh bien, pour avoir travaillé sur toute l'histoire du vélo urbain depuis plus d'un siècle, je vais dire les choses simplement, c'est la modération du trafic automobile qui incite le plus à la pratique du vélo. Quand on calme le trafic, quand on réduit la vitesse des voitures, quand on leur donne moins d'espace pour circuler, eh bien, le mode de déplacement qui en profite le plus, toujours et partout, c'est le vélo. C'est très, très impressionnant. On le voit dans tous les pays que j'ai pu étudier. Vous l'observez à Paris, par exemple? Oui, clairement. Au fait, mon avis, c'est on peut décider de râler contre les aménagements cyclables qui poussent partout, et on peut décider de dire que c'est pas bien et que ça empêche les autres de circuler, mais on peut aussi décider de s'adapter et de prendre son vélo tout simplement parce que l'infrastructure est en train d'être créée et en train d'exister. Sauf que les pistes cyclables, vu l'étroitesse des pistes aussi dans certaines rues, par exemple de la capitale française, ne vont pas tarder à être engorgées. Oui, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les récentes pistes qui sont construites à Paris sont désormais plus larges. On a compris qu'avec la montée du trafic vélo dans Paris, eh bien, il fallait des aménagements plus confortables. L'intérêt d'une piste cyclable, c'est certes de sécuriser les déplacements à vélo, mais aussi de prendre de la place à la voiture. C'est peut-être plus important encore, ce deuxième aspect. Alors vous le disiez, plus on calme la voiture, plus on calme la vitesse, plus les vélos se sentent à l'aise dans la ville. L'accidentologie à bicyclette, on en est où par rapport, alors évidemment par rapport à la voiture, c'est sans comparaison, mais par rapport, surtout quand on roule à 30 à l'heure en voiture, on risque pas grand-chose, mais par rapport aux scooters. Par rapport aux scooters, c'est beaucoup, beaucoup moins. Le deux roues motorisé, c'est le mode de déplacement de loin le plus dangereux en ville. Mais c'est considérable. C'est à peu près, pour fixer les idées, 40 fois plus dangereux que la voiture, le deux roues motorisé. Et le vélo,
c'est à peu près 5 fois plus dangereux que la voiture. Donc beaucoup moins que le 2 roues motorisé, mais certes bien plus que la voiture, parce que les automobilistes sont quand même bien plus protégés par leur carrosserie. Ouais, Jérôme Sorel, vous donnez quand même pas mal de conseils, bien évidemment, en termes de sécurité dans vos livres. Oui, alors il y a une vraie question sur quand on se met au vélo, il y a une vraie, on le voit souvent quand oui, mais les cyclistes vous grillez les feux, oui, mais les cyclistes vous grillez les stops, etc. Il y a il faut savoir que le code de la route, il a été conçu pour les automobilistes et que donc il y a beaucoup d'aménagements de la voirie qui sont conçus pour les automobilistes et pour réguler le flux de trafic. Et le vélo n'a pas besoin d'être régulé aujourd'hui. Le vélo a juste besoin de circuler librement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tout à l'heure, pareil, votre correspondant Frédéric il parlait d'aménagement de passerelles à Séoul. Je suis pas bien sûr que ce soit une super bonne idée de créer des passerelles en l'air. Le cycliste, le vélo taffeur, celui qui utilise son vélo c'est extrêmement coûteux déjà. Oui, et puis le cycliste, il veut aller du point A au point B, il veut pas monter et puis se retrouver dans une sorte de périphérique coincé. Et puis s'il veut descendre, enfin, ça se fait dans des villes d'Europe du Nord, me semble-t-il, les passerelles pour les vélos, non? Attention, on parle de 2 choses différentes. Faire des passerelles pour franchir des obstacles, c'est très important, c'est très nécessaire. Quand il y a un canal à franchir, une autoroute, une voie ferrée, des passerelles, on en fait aujourd'hui, heureusement, de plus en plus pour traiter ces problèmes, ces coupures linéaires, comme on dit. Mais là, à Séoul, malheureusement, ce seraient des pistes cyclables au-dessus du trafic pour ne pas gêner le trafic auto. Et donc là, je suis beaucoup moins d'accord. C'est ce qui se fait à Bogota, d'ailleurs, me semble-t-il. Non, Bogota n'a absolument pas les moyens de faire ça. Bogota, c'est une ville qui, déjà depuis plus de 20 ans, a fait le choix du transport public, du vélo et de la marche. Et même, de façon beaucoup plus claire encore, en disant ce qu'il faut favoriser en premier, c'est d'abord le piéton, ensuite le cycliste, ensuite les transports publics, et enfin seulement la voiture. Cette hiérarchisation des modes de déplacement, ils l'ont beaucoup travaillé et ils sont en pointe dans le monde entier sur cette question-là. Avec notamment aussi les bus rapides transit qui ont été très très copiés dans le reste du monde pour améliorer la rapidité des transports en commun. Et tout ça a un coût bien moindre que des autoroutes urbaines ou toute autre solution. Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On sillonne la planète, ou plutôt on sillonne les villes, mais à vélo. Comment aller travailler en utilisant son vélo? On donne la parole à notre correspondant Stéphane Lagarde qui est en ligne avec nous. Où en est le vélo dans les grandes villes de Chine? Bonjour Stéphane. Bonjour Emmanuel. Après des années d'abstinence, les Chinois, semble-t-il, se remettent à pédaler pour aller travailler. Mais j'ai l'impression que c'est surtout sur la fin du parcours que le vélo est le plus utilisé. Expliquez-nous, Stéphane. Oui, pourquoi le vélo fait son grand retour un peu partout d'ailleurs, comme partout, Emmanuel d'ailleurs, c'est du sport d'abord pour les Chinois, des grandes villes soumis aux yalis, ce qu'on appelle ici les pressions, les yalis. Et donc le vélo, ça permet de se déstresser. Et puis c'est facile, car la mairie de Pékin, vous l'avez dit, il avait disparu ce vélo. Moi je me rappelle, dans les années 98, il n'y avait plus du tout de vélo quasiment à Pékin. Puis là c'est revenu. La mairie de Pékin a recréé des pistes cyclables et puis c'est moins dangereux donc maintenant. Et puis effectivement, les triporteurs aussi qui permettaient avant, les triporteurs, ce qu'on appelle les sanluncheux ici, qui permettaient de faire les derniers kilomètres pour aller au travail, eh bien eux sont en tout cas poursuivis par la police parce qu'ils sont souvent des taxis au noir, donc il y en a beaucoup moins. Et du coup, on prend le vélo maintenant. Alors effectivement, c'est un peu vélo, métro, boulot, dodo en quelque sorte. On part de la maison et on prend le métro. Moi, j'ai vu l'autre jour, j'étais à Wangjin, c'est un quartier coréen qui est au nord de Pékin, et sur le 5e périphérique, comme ça, j'ai vu des centaines de vélos sur le bord de la voie rapide. Alors, c'est pas un coin qu'on visite d'habitude, c'est même pas du tout touristique. Là, j'ai demandé au chauffeur pourquoi il y avait autant de vélos. Moi, j'étais en taxi, mais à culpa, Emmanuel, mais j'étais en reportage. Et j'ai demandé à mon chauffeur pourquoi il y avait autant de vélos. Il m'a montré juste la station de métro. Donc, encore une fois, c'est ça, c'est le vélo du dernier kilomètre. On prend le vélo le matin, et puis après, on prend le transport, et puis ensuite, en arrivant au travail, on prend son vélo. C'est par exemple ce que fait, Emmanuel, justement, c'est ce que fait par exemple mon assistante, l'assistante du bureau de Pékin, qui me dit aussi que de toute façon, on n'a pas souvent le choix parce que, vous savez, pour lutter contre la pollution à Pékin, les voitures circulent avec des plaques impaires et paires. Il y a des jours où on peut circuler et d'autres non. Donc quand
la plaque d'immatriculation ne peut pas circuler, on prend son vélo. Ouais, mais alors justement, la pollution dans les grandes villes chinoises et à Pékin notamment, ça dissuade pas les vélo-taffeurs? Et on a d'ailleurs, on porte souvent le masque quand on fait du vélo, le masque plus que le casque d'ailleurs. Et puis on pédale aussi en saison, on pédale surtout au printemps et à l'automne. Emmanuel, l'hiver est froid et pollué, et puis l'été, c'est suffocant. Donc c'est effectivement comme ça. Puis c'est aussi un engagement finalement. Vous savez, la Chine change. On parle beaucoup de recyclage aujourd'hui en Chine. Avant, on n'en parlait pas. C'est aussi un engagement pour beaucoup de ces vélo-taffeurs, de ces jeunes notamment qui prennent le vélo à Pékin. C'est aussi une façon de dire, il faut faire un effort pour l'environnement. J'ai une question pour Stéphane. Si vous m'entendez. Oui. Allez-y, c'est Jérôme Sorel, un vélo-taffeur professionnel. Ce qui me surprend, Stéphane, c'est vous dites avec la circulation alternée, les jours où on peut pas prendre la voiture, on prend le vélo. Mais et pourquoi on pourrait pas prendre le vélo les jours où tous les jours? Parce que là, pour l'instant, c'est un jour sur deux. Non, mais il y en a qui le font tous les jours quand même. Ceux qui sont vraiment engagés le font tous les jours. J'ai même vu l'autre fois dans le journal que, vous savez, ici on a, alors là vos invités pourront expliquer, Emmanuel, ce qu'on appelle les vélos partagés, le free floating. Ouais. C'est les Chinois qui l'ont inventé justement pour les derniers kilomètres. Alors c'est très critiqué aussi parce que comme en France ou ailleurs, il y en a partout ces vélos. Et j'ai même vu qu'il y avait des gens, des chasseurs de primes d'une certaine manière. Ces compagnies récompensent ceux qui sont très passionnés par ce déplacement pour aller au travail. Il y avait un portrait notamment d'un cadre qui faisait ça. Ils vont dénoncer, ils scannent le code-barre de ceux qui ont mis leur vélo n'importe comment, ils reçoivent une petite récompense en échange et puis évidemment le contrevenant prend une amende. Donc soi-disant c'était pour effectivement défendre ce mode de transport. On imagine aussi que pour certains c'est aussi peut-être la part du gain. En tout cas on gagne quand même quelques trucs. Stéphane, je voudrais vous poser une dernière question. Je sais qu'ensuite vous intervenez dans le journal de 13h, mais vous êtes basé à Pékin, mais vous êtes en ce moment en reportage à Hong Kong. Est-ce que le vélo existe ? Oui, alors je suis même au cœur d'une université là où il y a une grève générale. Il y a très peu de vélos ici à Hong Kong parce que c'est une ville très accidentée, c'est une ville saturée de gratte-ciel. C'est très accidenté, surtout c'est pas prévu pour le vélo, à part les territoires du Nord-Est, d'ailleurs là où je me trouve, où il y a des pistes cyclables. Donc j'ai appelé des amis cet après-midi, très peu prennent le vélo encore pour aller au travail en tout cas. Merci beaucoup Stéphane Lagarde d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes le correspondant de RFI en Chine. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler. Alors, je voudrais lire le message de Chantal qui a été posté sur WhatsApp 33 1 84 22 71 71. Elle est auditrice à Londres. Elle est originaire du Burkina Faso, française originaire du Burkina, vélo-taffeuse depuis 6 ans donc à Londres. Les routes sont bonnes, 0% pour taux 0% pour l'achat d'un vélo, nous dit-elle. Il y a des douches dans les bureaux, on arrive, on se douche, que des avantages. Et puis bien sûr au Burkina aussi, elle voulait nous en parler. Là aussi, on peut se poser la question, l'attitude des entreprises aujourd'hui, c'est quelque chose qui évolue, qui va être déterminant dans les années à venir. Il y avait des indemnités kilométriques depuis, me semble-t-il, juillet dernier. En France, l'entreprise peut financer jusqu'à 400 € par an. Alors, les chiffres et les montants exacts, je vous avoue, je les connais plus et je les connais pas. Je sais que l'indemnité kilométrique a fait long feu de mémoire et puis elle revient sous une autre forme. Mais clairement, oui, tout à l'heure vous posiez la question de quels sont les aménagements cyclables que doivent faire la communauté ou les pouvoirs publics. Moi, je pense vraiment que le changement va venir de l'entreprise. On voit aujourd'hui sur des sites comme Cadre Emploi, je le cite, pas grave, sur des sites, en tout cas, d'annonces de recherche d'emploi, la notion de parking à vélo apparaît. Alors, c'est souvent des entreprises, plutôt des start-up ou des choses comme ça, mais le parking à vélo devient un argument entre guillemets commercial ou de ressources humaines pour dire venez chez nous, on va bien s'occuper de vous. Et oui, clairement, à mon sens, les pouvoirs publics ont un vrai rôle à jouer, mais les entreprises encore plus. L'aspect financier en Suisse, un contribuable qui est vélo-taffeur, il peut retrancher jusqu'à 650 € par an sur sa déclaration. Est-ce que cet aspect financier, on a vu aussi que, je sais pas si j'ai donné ce chiffre, mais on économise combien en carburant pour un automobiliste qui deviendrait vélo-taffeur? Faut que je retrouve ce chiffre-là, mais on économise tout dépend de plusieurs centaines d'euros sur l'année aussi, très net. Tout dépend comment on envisage le vélo. Si on remplace carrément sa voiture
Alors, si on renonce à sa voiture pour faire du vélo au quotidien, évidemment, ça devient extrêmement rentable. Si on garde la voiture dans un coin pour pouvoir quand même l'utiliser de temps en temps, etc. On continue de payer un parking et une assurance, c'est différent. Une dernière question, une question de Quentin à Paris qui est vélo-taffeur. À partir du milieu de la semaine, je ressens une fatigue physique et chaque jour, ça devient plus dur de pédaler à partir du jeudi. Je pédale 28 km par jour pour aller travailler, aller-retour. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est pas. Alors, il a le droit de reprendre les transports en commun ou sa voiture ou son scooter. S'il ressent, alors peut-être qu'il faudrait qu'il aille un peu moins vite aussi ou qu'il vérifie si son vélo est adapté. Mais après, il nous donne pas assez d'informations sur son âge et sur les trajets qu'il fait, etc. Mais s'il fait, il a une trentaine d'années, donc c'est pas un problème d'âge. Le poids du vélo, ça compte beaucoup. Oui, alors on avait un débat avec Eve qui a illustré le livre Vélo Taf, Eve Coton. Pour moi, le poids du vélo c'est un vrai enjeu. Un vélo trop lourd, c'est un vélo. Un vélo léger, ça coûte cher. Mais un vélo léger, ça coûte cher. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, tout ça nous donne de la matière pour méditer. Merci à tous les deux. Frédéric Errand, spécialiste en économie des transports à l'université de Lille, et Jérôme Sorel, vous publiez Vélo Taf, mode d'emploi du vélo au quotidien, donc énormément de conseils pratiques. Chez Alternative, et puis Urban Bike chez Solar Édition, là aussi, mais c'est vraiment pour transformer ces trajets quotidiens en véritable parcours sportif. Exactement, on va lui envoyer ça. Merci à vous. Dans quelques instants, ce sera l'Afrique qui gagne comme chaque lundi, mais on se quitte d'ici là avec Bike Rider, Poupa Jim.